Retour sur le plateau du débat de France 24, ici à l'Hôtel de Ville de Paris, à l'occasion du Maghreb des livres, 21e édition, avec les invités, avec Fouad Laroui, avec Sophie Bessis, avec Fatih Ben Slema, avec Anouar Ben Malek. Je vous le disais avant la pause, j'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez de ces appels très directs. Certains ont même dit que c'était des injonctions. Envers les musulmans de France, ou enfin, on va dire les Français d'origine maghrébine ou les Français musulmans, peu importe comment on les appelle, en disant c'est à vous de vous manifester, c'est à vous de venir manifester en tant que tel, en tant que musulman. Est-ce que vous voyez ça comme un geste de générosité, au fond, une main tendue en disant vous êtes parmi nous, vous êtes des Français, montrez-vous, venez, descendez, ou au contraire une sorte d'assignation à résidence de leur identité musulmane que certains peut-être ne revendiquent pas. Peut-être qu'ils se définissent comme athées, peut-être qu'ils se définissent comme simplement de culture musulmane. C'est pas la même chose de dire musulman ou intellectuel du Maghreb ou maghrébin. Moi, je ne veux pas qu'on m'interpelle comme musulman. Pour quelle raison? Pourquoi? Je ne parle pas à partir de mon être supposé musulman. Je suis psychanalyste, enseignant à l'université. Et qu'on me rapporte au Maghreb, je suis d'accord, mais ce n'est pas la même chose. Et donc, je trouve très dangereux d'interpeller des citoyens français ou du Maghreb ou algériens en tant que musulmans. Je trouve ça d'une gravité extrême. Et je voudrais ajouter quelque chose qu'a dit tout à l'heure Sophie Bessis sur les deux fronts entre lesquels se trouve l'étau dans lequel sont enserrés les intellectuels. Ce n'est pas seulement les islamistes et ce n'est pas seulement les gouvernements, c'est un langage des médias en France, un certain langage il devient très courant d'être dit, moi on m'a dit vous êtes psychanalyste musulman. Mais ça a commencé il y a quelques... Faut peut-être pas faire d'amalgame aussi entre les médias. On ne dit pas d'amalgame, pas d'amalgame entre les médias. Non, mais autre chose. Certains intellectuels et même je dirais chercheurs français sont complaisants vis-à-vis des islamistes et ils sont toujours avec eux. Ils les soutiennent. Bon, je voudrais juste... C'est le troisième front. Moi, je pense à quelqu'un, je vous fais réagir parce que vous parlez des complaisances. J'ai lu qu'Emmanuel Todd, par exemple, disait « blasphémer l'islam, c'est humilier les pauvres, les faibles ». Oui, alors là, il y a... Qu'est-ce que vous pensez de ce type de... Il y a un rapprochement qui, à mon avis, relève de l'imposture intellectuelle, mais qui n'est pas si nouveau que ça. L'islam étant la religion des opprimés, l'islam étant une religion dont la plus grande partie des adeptes se trouvent au sud du monde, on fait un syllogisme tout à fait faux. Si ces adeptes se trouvent au sud du monde, donc du fait colonial, l'islam est la religion des opprimés. Donc les musulmans seraient la nouvelle classe ouvrière du monde contemporain. Et vous avez une partie de l'extrême gauche européenne au Forum social européen de 2004 à Londres. C'était la position officielle des trotskistes anglais. L'islam est la religion des opprimés. Nous sommes avec les musulmans par solidarité de classe. Évidemment, c'est une imposture totale dans la mesure où l'islam est une religion transclasse, comme toutes les religions. Et ça, je crois que c'est extrêmement dangereux. Ça veut dire que le verre est aussi dans le fruit, parce que là, en 2004, c'était les trotskistes anglais. Aujourd'hui, c'est un grand intellectuel comme Emmanuel Todd. Est-ce que dans ce cas-là, vous prenez les chiites du Golfe comme des pauvres? Voilà, que je sache, les chiites du Golfe sont des musulmans. Donc, je trouve que l'argument est totalement irrecevable. Fouad Laroui. En même temps, il y a quelque chose d'assez paradoxal là-dedans. Un autre aspect de cette question, qui est posé depuis une quinzaine d'années en fait, c'est de temps en temps on nous dit mais pourquoi les intellectuels originaires de pays arabes, etc., ne prennent-ils pas la parole, etc. Il y a une dizaine d'années, dans Valeurs Actuelles, un député français célèbre, grand urologue, avait écrit un article à mes amis maghrébins, pourquoi ne parlez-vous pas? Je venais de publier un livre contre l'islamisme qui était publié chez Robert Laffont, donc pas chez un petit éditeur de province que personne ne connaît. Et j'ai envoyé une lettre à ce député qui m'a répondu très courtoisement en lui disant il y a un livre qui est publié à 300 mètres de l'Assemblée nationale. Et quand j'ai publié ce livre, j'ai eu droit, je ne vais pas dire que c'est la faute des médias, ce n'est pas ce que je veux dire, je vais être très clair. J'ai eu droit cette année-là à 2 radios en France. La même année, Tariq Ramadan a eu 250 radio ou télévision en France. Oui. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand on veut parler d'islam, quand quelqu'un se présente d'un point de vue agnostique, universaliste, etc., on dit il est bien mignon lui, mais il représente personne, etc.,
et on finit toujours par prendre Tariq Ramadan au téléphone. Et ça, c'est réellement un problème. C'est pour ça que à chaque fois, maintenant, quand on veut nous faire parler, on dit ah oui, bien, on va parler avec un psychanalyste musulman, un truc comme ça, parce que c'est comme si on ne pouvait pas être autre chose que ça. Réellement, c'est un problème. C'est-à-dire, je il peux faudrait donner un dire autre aussi, exemple. on reproche par exemple Benoît. aux intellectuels maghrébins de ne pas parler, mais c'est que souvent on ne veut pas nous entendre. Je veux dire, Ce que je dis, oui. moi et Fouad, écrivons des textes, etc. Mais vous n'êtes pas glamour, je veux dire, pour la télé. Moi, on m'a téléphoné une fois, qui venait de sortir un livre sur l'intégrisme, Chronique d'Algérie amère. Une grande télé me téléphone en me disant, monsieur, vous êtes islamiste? Alors, j'ai dit non, vous vous trompez de client. Et puis, je sens la déception de la personne. Et il me dit, je vous assure, elle a eu le culot de me dire, est-ce que vous avez eu une personne tuée dans votre famille? J'ai dit non, j'ai eu cette chance-là que Il y avait dans un Algérie. célèbre livre Et d'Edouard Baird, ce grand journaliste américain Non, qui s'appelait Est-ce que quelqu'un ici a été violé par l'anglais? C'est un peu la même chose. Hein. Oui, mais, Voilà, mais bon. cette, Vous cette savez- volonté aussi de ne pas considérer la parole des intellectuels Ouais. et de leur reprocher ensuite, c'est quelque chose de très courant. Il y a une raison à ça. La raison, c'est qu'on préfère avoir, en fin de compte, et tous les discours convergent vers ça, constituer une sorte d'ennemi qui s'appelle le musulman ou l'islam. Et c'est avec lui qu'on va discuter plutôt. Plutôt que les autres, ça ne tombe pas dans ce côté-là et ils sont trop nuancés, trop, voilà, ils raffinent trop les choses, on perd. Il vraiment. nous ressemble trop. Il nous ressemble Il nous trop. ressemble trop, tout à Et fait. donc, voilà, on a besoin d'avoir véritablement. Oui, mais Mais moi, je attendez, voudrais- là, oui. Pour continuer sur ce que dit Fouad Laroui, cette question il nous ressemble trop. C'est-à-dire que le problème des intellectuels issus du monde arabe et musulman, modernistes, qui essayent d'apporter des critiques aux sociétés et à l'idéologie de l'islam politique, ils ne sont pas assez autres. Et que donc, dans le contexte actuel de confessionnalisation de toutes les pensées, de tous les discours, d'injonction identitaire, il faut qu'il soit totalement Non, mais autre. Sophie Donc Bessis, il doit être... c'est peut-être aussi le fait que là, on a un débat dans un salon littéraire. C'est peut-être aussi le fait que c'est valable pour les intellectuels maghrébins, mais pour tous les intellectuels. Les intellectuels sont une minorité. Si on Mais veut toujours dans le avoir monde entier, dans le monde entier. et si on veut avoir un En peu, France si aussi. on veut avoir un peu l'idée de ce que ressent le peuple, je discutais tout à l'heure avec un intellectuel maghrébin qui lui vit en Algérie. Je ne donnerai pas son nom. On pourrait peut-être le reconnaître. Et je lui ai dit quelle a été la réaction de la rue en Algérie après les attentats contre Charlie Hebdo. Il a dit grande majorité indifférente et quand même une forte minorité franchement Oui. sympathisante avec les frères Oui. Kouachi. Oui, Voilà, ça c'est la réalité voilà, qui est quand même très différente d'une minorité d'intellectuels. C'est peut-être Mais tout simplement ça. je vais vous raconter une anecdote. C'était il n'y a pas très... Mais il y a- Voltaire il y a pas- était minoritaire. Hein. Il n'y a pas Bien très sûr, longtemps. c'est ce que je dis, tous les intellectuels. Une intellectuelle tunisienne, moderniste, était dans un débat avec une intellectuelle espagnole plutôt sympathisante de l'islam politique. La seconde, l'européenne, dit à l'intellectuelle tunisienne, vous n'êtes pas représentative de votre société. Et l'intellectuelle tunisienne répond, est-ce que je demande à un intellectuel français ou espagnol, quand je parle avec lui, s'il est représentatif de sa société, pourquoi demandez-vous toujours aux intellectuels du Sud d'être représentatifs de leur société? Aucun intellectuel, nulle part au monde, n'est jamais représentatif de sa Il y société. a autre chose par Et rapport ça, à la c'est quelque phrase chose- tout à l'heure de dire il ne faut pas blasphémer parce que c'est la religion du. C'est insulter ou c'est humilier les faibles. Qui est-ce qui a dit ça? C'est Emmanuel Emmanuel Todd. Todd. C'est vraiment malheureux qu'un type aussi intelligent puisse dire ce genre de choses. Parce que et si on disait que l'extrême droite, le Front National est aussi l'idéologie des pauvres aujourd'hui, alors il faut la à fait, respecter, tout à fait. il ne faut pas la critiquer, allons-y. Si on va sur ce terrain-là, ça peut aller très Alors, très très loin. Voilà, on va dire, il nous ressemble trop. Les intellectuels maghrébins sont libres penseurs, acceptent le droit au blasphème. La difficulté, c'est de tenir ce discours, nous, Français, en plus Français vis-à-vis de d'autres pays occidentaux qui n'ont pas cette tradition Et je crois qu'il y a du une droit au bataille. blasphème. Est-ce que, par exemple, quand on découvre, en lisant Libération, j'ai découvert, par exemple, qu'au lycée Averroès, un lycée qui a été porté au nu, il n'y a aucun livre d'Averroès à la bibliothèque. Par contre, il y a des livres de Tariq Ramadan. C'est quand même un problème, non? Sophie, ça tombe très bien. Je viens de publier cette année un livre sur Averroès, justement, aux presses universitaires d'Avignon.
Et le problème, c'est qu'on ne peut pas enseigner Averroès dans un lycée musulman parce qu'on devrait enseigner forcément un point de vue agnostique Rationnel, sur le monde, oui. mais plus que rationnel, agnostique. Et ça ne m'étonne pas, mais ça rejoint, je vais être très rapide, ça rejoint ce que vous venez de dire. Vous disiez, oui, mais les intellectuels, il faut savoir aussi ce que les gens pensent, et vous avez parfaitement raison. Mais qui a la capacité d'analyse et d'explication? C'est l'intellectuel. Quand on demande toujours à des intellectuels islamistes, parce qu'il y en a, de venir nous parler de l'islam, c'est leur façon de lire l'islam. Alors que si on demande à un intellectuel originaire d'un pays du Maghreb, mais qui a une lecture, par exemple psychanalytique, comme celle de M. Benslama, ou historico-critique, ce serait beaucoup plus intéressant. Si on venait parler de ce qu'a réellement dit Averroès sur les rapports entre la raison et la foi, ce serait 10 000 fois plus intéressant que toutes les banalités que raconte Tariq Ramadan. Et ça, on ne le fait pas. C'est pour ça qu'il faut inviter des intellectuels et pas simplement des gens qui répètent le credo le plus bête et le plus banal, parce que c'est ça qu'on connaît. C'est difficile d'enseigner Averroès dans les lycées musulmans. C'est aussi difficile, il faut dire la vérité, de l'enseigner dans des lycées laïques. Parce que si un professeur de philosophie décidait de présenter Averroès comme ça, comme un grand intellectuel musulman, et peut-être qu'on lui objecterait qu'il n'a rien compris à l'islam ou qu'il défend une vision de l'islam, ce qui est arrivé à ce professeur de philo d'ailleurs. Moi, à Averroès. personnellement, je suis favorable, je veux dire, à l'imposition, je veux dire, du choc frontal. Les sociétés, par exemple, musulmanes, doivent commencer à accepter le fait que la société n'a pas à être modelée entièrement par le fait religieux. Ça ne peut se passer que de manière frontale. Je veux dire, on doit commencer à pouvoir dire, par exemple, je suis agnostique, je suis libre penseur. Vous voyez comment on fait des synonymes pour ne pas dire directement, mais et le dire, il faut maintenant que les pays dits musulmans, je veux dire trop rapidement dits musulmans, se positionnent aussi. Veulent-ils faire partie de cette partie de l'humanité qui avance, etc., pour dire les choses simplement, ou veulent-ils être petit à petit confondus dans une sorte de marécage dont les extrêmes seraient Daesh, Boko Haram, etc., etc. Je veux dire, c'est un pays comme l'Algérie qui a souffert dans sa chair de cette lutte pour la liberté d'expression. Je veux dire, vous avez envie de pleurer quand vous voyez cette manifestation, pas très importante, mais quand même importante, de gens qui demandaient, qui étaient d'accord avec les terroristes de Koulibaly et compagnie. Je veux dire, ça, donc, ne plus hésiter, surtout cet argument de islam, religion des pauvres, je dis non. Les pauvres, il y en a partout. Et je veux dire, les pauvres n'ont pas à être assignés à une religion, n'ont pas à être, comment dire, essentialisés. Voilà, tu es musulman, donc tu es censé penser comme ça, etc., etc. Tu peux même être pardonné d'être un peu pour le terrorisme, même beaucoup pour le terrorisme. Non. Je veux dire, il est temps pour nous de dire, en tant qu'intellectuel, voilà, j'ai le droit de penser autrement. Comment expliquez-vous, Sophie Bessis a dit, c'est les ravages du wahhabisme, c'est une vision, c'est une conception de l'islam qui n'était pas celle particulièrement du Maghreb. Comment expliquez-vous qu'elle ait, au fond, eu autant de succès dans les pays du Maghreb, qui pourtant sont les pays arabes les plus proches de l'Occident, on va dire. Maghreb, ça veut dire Occident. Ça, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, aujourd'hui, on fait croire qu'il y a le musulman. Ça n'existe pas. Il y a une telle diversité de ce qu'on appelle musulman, et il y a une guerre justement autour de ça. Qui va prendre le pouvoir et définir ce qu'est le musulman? Et l'Arabie saoudite est partie justement en finançant, on a donné un chiffre, 70 milliards de dollars depuis quelques dizaines d'années, pour imposer sa définition de ce que c'est que le musulman. C'est ça qu'il faut comprendre, que la guerre, ce n'est pas seulement le pétrole, les territoires, etc., mais ce que ça veut dire être musulman aujourd'hui. Il est impossible aujourd'hui de donner une définition de ce qu'est le musulman. Il y a une diversité qui a en même temps s'est amplifiée avec l'entrée dans la modernité. Vous avez des gens qui croient de différentes manières, qui pensent que ce mot musulman, personne n'a le droit de le définir. Et c'est sur ça qu'il faut se battre aujourd'hui. Parce qu'on fait croire qu'il y a le musulman, mais ça n'existe pas, le musulman. Il y a des musulmans. Non seulement il y a des, mais c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui, la guerre, elle a pour objet cela. Qu'est-ce que c'est qu'être aujourd'hui musulman?
Est-ce que la revendication, la réaffirmation de la laïcité qui a été au cœur de par exemple, la conférence de presse de François Hollande, en disant voilà, la réponse à ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, c'est réaffirmer les valeurs de la laïcité, être plus strict là-dessus. Est-ce qu'à votre avis, ça va permettre de nous rapprocher de cette société française qui est de culture musulmane ou qui est musulmane, ou au contraire, est-ce que ça va nous en éloigner parce que c'est vécu parfois comme un principe qui différencie, qui éloigne, qui exclut les filles voilées par exemple de l'école, etc. Sophie Moi, Bessis. je crois qu'il y a une question de double langage. Vous ne pouvez pas parler de laïcité et sacraliser la laïcité en France, alors que, comme je le disais tout à l'heure, on assiste depuis une trentaine d'années à une confessionnalisation totale des discours. Aujourd'hui, le discours public et politique français parle des chrétiens, des juifs, des musulmans. Comment voulez-vous faire advenir une sensibilité laïque quand on divise la population d'un pays entre chrétiens, en même temps les juifs religions. et La laïcité, musulmans? c'est pas ne Il pas avait un reconnaître. titre d'un grand quotidien du soir, il n'y a pas très longtemps, les Juifs de France tentés Oui. par le départ. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela signifie? C'est-à-dire, ce ne sont pas des Français juifs tentés par l'exil, mais les Juifs de France tentés par Il y le a départ. peut-être un mouvement centrifuge, c'est pas Oui. le sujet du débat, mais il y a peut-être non, un mouvement centrifuge. Non, parce que c'est la même chose, en fait. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des lunettes confessionnelles qui interdisent de penser la possibilité d'une laïcité ailleurs dans le monde arabe, par exemple. Et si l'on ne peut pas penser, à mon On ne sens... peut pas revendiquer la laïcité Non, tout en il reconnaissant les religions. Il faut pouvoir, bien sûr, évidemment, on peut reconnaître les religions sans aucun problème, mais on ne peut pas définir quelqu'un exclusivement par sa religion. Voilà. Or, c'est ce que l'on fait aujourd'hui. On définit quelqu'un par sa religion, ce que disait Fatri Ben Slama tout à l'heure. Et si l'on définit, et j'en terminerai par là, quelqu'un par sa religion, on interdit la possibilité de laïcité dans les pays du sud de la Méditerranée. Et interdisant cette possibilité, on ne peut pas la faire accepter. Merci, il faut en rester là malheureusement. Merci de nous avoir suivis à l'Hôtel de Ville de Paris. Ce débat est disponible aussi en vidéo à la demande sur france24.com et aussi sur notre chaîne YouTube. Pensez-y. Merci d'avoir été avec nous et merci à mes invités d'avoir participé à ce débat. À bientôt.